ont peut-être entendu parler. C'est un réseau de professionnels qui touche à la parentalité. Donc si vous voulez plus d'informations sur les actions menées par l'Auréat tout au long de l'année, vous pouvez vous rapprocher des centres sociaux, le CLAC d'Avoine, le CLAC de Chinon, où là vous aurez de plus amples informations, notamment sur la programmation et puis toutes sortes de choses qui sont mises en place. Donc ce soir, pour vous accueillir, je suis bien entourée. Il y a Emeline parmi nous, il y a Cécile, il y a Alice, il y a Axel, toutes professionnelles qui travaillent autour de la littérature de jeunesse. Et chacune, en prenant la parole, va pouvoir se présenter et puis décliner un petit peu ses actions et ses missions. Et pour vous expliquer un petit peu le déroulé de la soirée, on va essayer de parler pas plus de 50 minutes parce que l'idée c'est qu'ensuite s'installe plutôt une conversation, des échanges, que vous puissiez poser toutes vos questions sur cet aspect de la lecture auprès du tout petit, du jeune enfant, et puis que vous puissiez aussi découvrir les livres, manipuler, et éventuellement poser des questions un petit peu plus individuellement à chacune des intervenantes en fonction de leur spécificité. Voilà. Que vous dire d'autre? Peut-être d'éteindre vos téléphones portables. Et voilà, c'est toujours utile. Et vous indiquer que dans cette salle, juste au fond à droite, vous avez les toilettes, si jamais. Voilà, donc je vous propose de commencer dès maintenant autour donc, de cette question qu'on va essayer de triturer dans tous les sens ce soir. Pourquoi c'est si important de lire aux bébés, de lire aux tout petits, aux jeunes enfants? Et je vais commencer par vous, Axel. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurologique quand on lit une histoire à un bébé? Alors, donc, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Axel Glay et je suis orthophoniste. Voilà pourquoi je vais commencer par parler des choses pas forcément super fun, mais qui permettent de quand même resituer un petit peu les choses et ce qui se passe du point de vue physiologique et un petit peu technique. La première chose qu'il faut dire, qui est importante, je pense, c'est que la lecture, et d'autant plus la lecture d'albums avec des petits et des tout petits, c'est d'abord une expérience sensorielle. Tout est question de regard, d'écoute, de toucher et d'échange, et c'est vraiment à partir de ça que une expérience qui peut être vraiment fondamentale va se construire. C'est pour ça, par exemple, que quand on voit des bébés qui mangent des livres, qui s'asseyent dessus, qui cherchent à les déchirer, à se les mettre sur la tête, etc., c'est normal et ça fait partie du début de l'expérience de lecture, en fait. La lecture, elle commence dès l'appropriation du livre comme d'un objet. Voilà, bon, des fois, ça fait des dégâts et ça peut poser problème, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une étape qui est quand même importante. C'est à partir de ça que les tout petits, mais des fois les plus grands aussi, que nous on peut voir parfois en séance, en orthophonie, c'est à partir de ça que les repères et les prises de sens vont se faire. Et quand je dis sens, c'est vraiment dans une acception très générale, c'est-à-dire dans quel sens ça se prend, dans quel sens ça se lit, et quel sens ça a. Voilà. Je glisse tranquillement vers l'idée de la compréhension et du savoir lire, savoir comprendre. Ça ne peut se faire que si l'objet, au départ, il a un sens. Et cet objet, il peut avoir un sens que si on en a fait une expérience, en fait, qui est d'abord sensorielle. Ensuite, à partir de ça, il y a évidemment l'expérience esthétique, presque sensuelle, qui se défait un petit peu de l'objet et qui passe par l'image. Et puis plus spécifiquement, avec l'intérêt de la lecture partagée avec les tout-petits, c'est la question relationnelle qui se tisse, qui est bien sûr capitale et dont j'aurai aussi, je pense, l'occasion de reparler assez rapidement. Donc simplement pour redonner quelques petits repères, je vais vous donner des éléments qui sont plutôt développementaux pour savoir sur quel substrat, vraiment sur quel terreau de base s'ancre la lecture. Donc à partir de toutes ces expériences sensorielles, ce qui se passe, c'est que ces informations-là, elles sont converties au niveau neurologique. Elles passent d'abord dans ce qui s'appelle les aires primaires du cerveau, donc le cortex, l'écorce qui recouvre le cerveau. C'est ce qui traite des informations à un niveau complexe et qui est capable de les mettre en relation.
Donc les aires primaires, elles identifient et elles organisent les stimuli qui sont abordés, comme par exemple les couleurs, la matière, les intonations de la voix, etc. Vous avez des aires primaires pour les différents sens, les 5 sens. Et ensuite, ces informations-là, elles passent très très vite à ce qui s'appelle les aires secondaires ou aires associatives. Et à partir de là, on a déjà un début de construction des significations qui se fait. C'est-à-dire que les informations neurologiques, elles sont questionnées d'abord en termes de nouveau, pas nouveau. Est-ce que c'est une nouvelle information qui m'arrive ou est-ce que c'est quelque chose qui me renvoie à une chose que j'ai déjà vécue en fait, voilà. Ou une sensation que je connais. Vous savez, des fois les tout petits, ils ont vraiment ces réactions de surprise quand il y a une nouvelle texture sous la main ou sous les pieds. Ou, voilà. Donc ça, c'est que ça a fait la boucle jusqu'aux aires associatives et que ça a été identifié comme nouveau et que l'enfant est en train de le traiter. Et ensuite, c'est à partir de ce traitement-là, on pourrait dire très schématiquement qu'il y a un traitement de réception des informations, que se met en place la boucle qui se répète comme un vortex en fait à plein d'échelles dans la lecture et qui peut déclencher des réactions. Chez les vraiment très très tout petits bébés, des réactions involontaires, mais qui sont quand même des réactions, vous savez, de tout le corps, parce que voilà, les dissociations entre les membres ne sont pas bien faites, donc des fois vous avez vraiment des réactions impressionnantes à certains stimuli, et qui sont vraiment là parce que le petit train du sens a commencé à se construire et à circuler. C'est ce qui va faire aussi que les enfants vont rentrer dans des processus d'imitation, d'imitation de l'adulte, et puis parfois, donc là je parle beaucoup de lecture partagée, mais c'est valable aussi pour les enfants qui vont prendre les albums et les lire tout seuls. Les lire, on devrait peut-être pas ce qu'on entend par lire, mais se servir de cet objet livre tout seul et parfois commencer effectivement à mettre du pointage, des directions oculaires qui ne sont pas forcément de droite à gauche, mais qui sont déjà un exercice de déchiffrage. Les rires, la peur, la surprise, voilà, c'est vraiment à partir de ça que ça se fait. Donc en imitation et en réaction. J'espère que je vous plombe pas trop avec mes histoires. Je peux parler de... Quel usage vous avez, vous, dans votre pratique thérapeutique de la littérature, ou en tout cas des albums jeunesse? Alors, moi personnellement, j'en ai un usage très intensif, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes mes collègues, puisque nous avons le choix des supports, n'est-ce pas? Moi, c'est un objet qui m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons, et ça rejoint ce que en fait, je voulais continuer à dire. Ce qui est intéressant dans l'album, c'est que c'est une expérience donc, non seulement sensorielle, mais aussi relationnelle. Et donc, l'orthophonie, c'est un métier de soin, donc ce qui fonde l'efficacité, la pertinence de l'orthophonie, c'est qu'on crée un dispositif. Le dispositif, c'est non seulement une séance toutes les semaines, etc., mais c'est aussi un dispositif relationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'installe entre la clinicienne et le petit patient. À partir de ça, il peut se passer énormément de choses, et la première chose pour les albums, c'est d'en avoir un certain nombre à disposition, presque envie de dire comme dans une médiathèque en fait, et puis d'arriver à juger là où l'intérêt est vraiment de laisser l'enfant libre de faire fonctionner sa curiosité, et ensuite soit de se l'approprier, soit de proposer des choses et de voir comment l'enfant réagit. Alors, je ne sais pas trop quelle représentation vous avez du métier d'orthophoniste, mais souvent on va avoir une orthophoniste parce qu'on a un problème particulier par rapport à un aspect de la langue. Alors je démystifie tout de suite ça. Comme beaucoup de métiers de soins, la demande première, c'est rarement la seule chose, ou en tout cas la chose vers laquelle on va de manière directe et univoque, parce que c'est pas comme ça que ça marche, tout simplement. Ce qu'il faut en fait, c'est travailler sur la partie immergée de l'iceberg pour que ce qui est émergé puisse bouger un petit peu. Et avec les albums, c'est particulièrement pertinent parce que pendant une lecture d'album,
a priori, on voit à peu près tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un adulte avec un enfant à côté ou en face ou qui circule, et on a un objet, et puis on tourne les pages. En fait, tous les niveaux qui se jouent au moment de l'album sont extrêmement complexes, que ce soit le niveau sensoriel, comme je vous le disais, le niveau esthétique, l'accès au sens, les réactions et ce que ça va solliciter dans l'imaginaire du patient. Et on ne sait pas sur quoi ça travaille, mais on sait que ça travaille sur beaucoup de domaines. Et la grande spécificité de ce support-là, c'est de nous faire confiance au support qu'on est allé chercher pour la pratique et de se dire que après on fera le lien entre la curiosité de l'enfant et ce que ça suscite chez lui et quelle occasion ça donne de travailler la langue, mais d'une manière beaucoup plus large que, je ne sais pas, travailler un bégaiement ou travailler des confusions, etc. Donc c'est vraiment la surprise et une sorte de support de surgissement par excellence qui est intéressant. Et puis je m'arrêterai là. Le fil, voilà, c'est ce rapport à la langue et la langue qu'on va faire entendre. Je me tourne là vers toi, Emeline. Tu vas pouvoir peut-être présenter rapidement tes actions en tant qu'animatrice lecture et Alice pourra répondre après justement ces objectifs de lire au tout petit ou en tant qu'animatrice et professionnelle et ce rapport à la langue toujours. Oui. Donc nous, on est effectivement dans un dispositif un peu particulier, on n'est pas dans le soin, mais je retiens pas mal de tes formules. Donc on est 6 animatrices lecture réparties sur le département. On travaille pour une association qui s'appelle Livre Passerelle. On a une 60aine de bénévoles aussi avec nous, il faut le dire, parce que sans eux, ce serait pas grand-chose. Donc l'asso a une vingtaine d'années, et depuis une vingtaine d'années, on déploie un dispositif relationnel, j'aime bien cette idée-là. L'idée étant de trimballer des valises d'albums, donc ça c'est ma valise de travail, des valises remplies d'albums de littérature de jeunesse que l'on va partager avec les gens, les familles, mais pas que, parfois des adultes seuls, mais en tout cas on restera sur la partie famille pour ce soir. Donc on va dans des lieux où on est susceptible de rencontrer des enfants avec leurs parents, ou avec leurs assistantes maternelles, ou avec leurs assistantes familiales, en tout cas là où ils sont avec leurs référents, voilà, leurs premiers éducateurs. L'idée étant de leur raconter des histoires alors que c'est a priori ni le lieu ni le moment, puisqu'on est dans les salles d'attente de la protection maternelle et infantile du conseil départemental. Enfin, on espère y retourner vite là, parce qu'avec voilà, on n'a pas pu y aller depuis un certain temps pour les raisons que vous imaginez bien. On va sur le trottoir à l'entrée des écoles, donc avant le temps de l'école ou après l'école. On va à la petite maison en face de la maison d'arrêt à Tours où les familles attendent leur heure de parloir. On va dans les halls d'accueil, dans les halls de centres sociaux, etc. Provoquer la rencontre entre cette littérature et des familles qui, effectivement, a priori, en sont les plus éloignées. Donc, à partir de là, on a, alors je ne vais pas pouvoir, il y a plein de choses qui ont fait écho dans ce que tu as dit, Axel, c'est un peu compliqué de... Mais en tout cas, en termes de stimulation, tu parlais de stimulation, peut-être pour pas être trop longue, on est un peu là, Alice et moi, pour valider le terrain de ces théories-là. La stimulation du très jeune enfant, enfin l'appétence du jeune enfant pour les histoires, elle est quasiment systématique. Enfin, voilà, il est plutôt les parents qu'il faut convaincre de rester 3 minutes pour partager une histoire plutôt que les enfants. Et l'écoute de la langue crée des mouvements physiques très tôt. Alors ça peut être des enfants qui bavent énormément, au point que les parents, à un moment donné, j'ai une anecdote où une maman m'a dit non, parce qu'en fait après elle allait voir le médecin, donc c'était important que l'enfant soit présentable quand même à ce médecin. Et en fait à chaque fois que je lui racontais des histoires, il bavait à s'en tremper la chemise. Donc c'était gênant voilà, d'un certain point de vue, mais en tout cas il y avait une vraie stimulation. On peut voir des enfants qui, à partir du moment où ils crapahutent, vont dans la valise, se mettent dans les livres, les empilent alors un peu plus grands, ils les empilent par taille, par couleur. Tu parlais de cette manipulation, effectivement ils cherchent à faire des espèces de montage moteur en fait, vraiment une expérience moteur de la lecture. Et puis, alors c'est vrai que ça peut générer le calme, mais c'est vrai que c'est pas notre but. Dans l'absolu, on cherche pas le côté...
histoire du soir. Voilà, on n'est pas dans ce dispositif-là, puisqu'on est plutôt dans la surprise de la rencontre et le surgissement, justement, ce terme-là. Donc sur le plan strictement, voilà, stimulation physique, on voit un peu ce qui se passe, et par ailleurs Cécile en parlera peut-être, mais on est notamment mobilisé sur un projet en néonatologie, je ne sais jamais si c'est un A ou un O, néonatologie, où une confrère d'Axel, orthophoniste, cherche par ce projet de lire à voix haute des albums à des enfants prématurés et grands prématurés, de créer des temps de communication, de disponibilité auprès de ces enfants pour mettre en route par effet, par effet de mimétisme, chercher à stimuler toute cette partie-là qui, pour ces bébés, est essentielle d'un point de vue vital, puisque c'est comme ça qu'ils arriveront à être autonomes en termes d'alimentation. Donc plus cette zone-là sera stimulée, plus ces bébés pourront rapidement manger seuls et donc rentrer dans leur foyer. Donc voilà, pour la partie... Tu peux peut-être présenter le livre le plus mangé de ta valise? Celui-là. Donc, comme on aime à dire, à la source, on les achète par douzaine, et l'œuf de mimosa. Donc ils sont dans un état pas du tout Covid, clairement. Voilà, ils sont triturés, mâchouillés. Ça, pour des petites mains, c'est parfait. Et pour des petites mains, c'est idéal. Et même quand ils tiennent pas encore assis, en fait, ils le tiennent comme ça. Donc, ils ont 4-5 mois, ils ne tiennent pas encore assis. Ils peuvent quand même bouquiner allongés. C'est pas trop lourd. Il y a d'autres formats qui sont tout aussi riches mais moins pratiques pour eux. Et pour faire le pendant, Alice, est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur les séances de bébé lecteurs que nous on organise Donc moi je suis bibliothécaire jeunesse ici à la médiathèque. Et en effet, nous à la médiathèque, on est très complémentaires de ce que fait Emmeline, qui va à la rencontre de parents et d'enfants dans des situations où les enfants et les parents ne sont pas là pour lire. Nous, quand on intervient en tant que bibliothécaire, on travaille soit dans les structures petite enfance où on reçoit des enfants accueillis dans des structures petite enfance, donc là on est vraiment en partenariat avec nos collègues professionnels de la petite enfance, ou bien effectivement on fait des temps d'accueil vraiment famille, le samedi matin en règle générale, on a une régularité comme ça sur le réseau, on propose 2 rendez-vous nous par mois, et donc on accueille les familles, ici à la médiathèque et à la bibliothèque de Chinon, dans un temps qui est vraiment, qu'on essaie de construire comme un temps vraiment de rendez-vous. On fait des acquisitions tout au long de l'année de livres spécifiques pour les tout-petits. On travaille vraiment nos fonds de livres pour les tout-petits pour présenter une grande variété d'albums. Mais on tient vraiment à ces temps de rendez-vous. Parce que c'est vraiment, nous on s'est vraiment mis dans l'idée que on allait, nous bibliothécaires, créer un espace convivial, agréable, où on allait vraiment se sentir en confiance. On le dit souvent, on peut s'installer, se déchausser, s'installer vraiment confortablement avec son tout petit et vivre l'expérience de la lecture individuelle de l'adulte avec l'enfant au sein du groupe. Moi, parfois, il y a des parents qui me disent pourquoi je vais venir à un accueil bébé lecteur à la médiathèque, j'emprunte des livres avec mon enfant et on les lit à la maison. Alors moi je dis l'un n'empêche pas l'autre en fait. Il y a ces temps de lecture et aussi nombreux peuvent être ces temps de lecture dans la semaine, c'est parfait. Mais quand même le temps où on se retrouve à la médiathèque avec d'autres enfants de son âge, ou un peu plus grands, un peu plus petits, où on va aussi, on voit bien les tout petits qui vont observer comment on manipule l'autre. Qui a peut-être le livre, parce que nous aussi, on a notre best-seller, donc la fameuse superbe boîte à comptines de Nadja. Qui est très abîmée aussi, nous le constatons. Qui est abîmée parce qu'on la rachète régulièrement, c'est prévu dans nos budgets. Et ça a un succès fou. Les toutes petites mains, justement, les empilent, essaient de voir combien ils peuvent en prendre le plus possible, et peut-être parfois les remettre dans la boîte. Et donc tout ça, ça va être aussi beaucoup de jeux où les enfants vont s'observer les uns les autres aussi dans ces manipulations-là. Et puis nous, on tient beaucoup à créer cet espace où l'adulte va vraiment être absolument disponible pour le tout petit ou l'enfant avec lequel il est venu. Nous, on dit, voilà, on n'a pas de téléphone portable dans la salle, elle a été aménagée vraiment pour ce temps particulier. Moi, je me dis, même si on peut laisser la charge mentale à la porte, c'est très bien.
Et si on peut, là, s'autoriser un quart d'heure, 20 minutes avec son tout petit, où on est uniquement disponible pour le petit qu'on accompagne et qu'on laisse absolument libre de choisir le livre qu'il a envie qu'on lui lise, au rythme qu'il a envie. Voilà, Parfois, il y a des enfants qui tournent très vite les pages et ça peut être un jeu d'essayer de lire aussi vite que l'enfant tourne les pages du livre et lui-même va effectivement jouer avec ce que ça fait comme son. Et nous, on sent bien que quand on est dans ce langage, dans cette langue racontée, cette langue du récit, on n'a pas besoin d'avoir des formations particulières pour s'adapter en fait au choix des mots de l'auteur, à la ponctuation, au rythme sur la page. Et en fait, on est déjà des très bons lecteurs, quels que soient les livres qu'on choisit avec les petits qu'on accompagne. On continue de tirer ce fil de ce qu'on fait entendre, en fait. Et du coup, là, je me tourne vers Cécile, en posant cette question, voilà, directement, pourquoi leur lire de la littérature et pas se cantonner à ces livres pédagogiques pour apprendre à compter, pour apprendre les couleurs, mais pourquoi on peut s'autoriser à lire toutes sortes de récits, en fait. Alors, je vous présente d'abord, je m'appelle Cécile Boulère, j'enseigne la littérature à l'Université de Tours. Je suis spécialisée dans la littérature pour enfants et plus encore dans les albums, la littérature avec des images et la littérature pour les plus jeunes. Pour répondre à cette question, je vais rebondir sur la boîte à comptines. En fait, on sait que dans toutes les cultures, y compris dans les cultures dans lesquelles on n'a pas développé de littérature, ou on en a développé une très tard, dans toutes les cultures, on accueille les bébés avec des formules qui associent le langage avec de la musicalité. Toutes ces formules, c'est les berceuses, bien sûr, c'est les petits jeux de nourrice qu'on fait en changeant les bébés ou en leur caressant les mains ou le visage. Et puis, c'est les petites comptines. Et puis, plus tard, ce sera des petites devinettes, des jeux d'articulation pour dégourdir la langue. Et puis, plus tard encore, des choses un petit peu plus élaborées. Toute cette première culture orale de l'enfance, c'est déjà de la littérature. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la littérature ? Ce sont les linguistes en fait qui ont essayé de démêler tout ça et de dire ce que faisait le langage. Et un linguiste célèbre qui s'appelle Jacobson a dit en gros le langage ça nous sert à plein de choses différentes. Par exemple, ça nous sert à vérifier qu'on est en contact. Si je dis allô, ça ne communique pas grand chose d'autre que je veux vérifier si tu m'entends. Donc il y a des fonctions différentes du langage. Et il dit il y en a une dernière. On va l'appeler la fonction poétique, c'est quand finalement, quand on utilise le langage, mais ce qui va compter surtout, c'est la beauté, l'allure de ce qu'on va dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction poétique, on pourrait aussi l'appeler la fonction littéraire. Donc la littérature, c'est quand le langage dit quelque chose, mais qu'en fait le plus important, c'est la façon dont il le dit. Eh bien, cette littérature, elle est déjà présente dans toutes les petites berceuses, dans toutes les petites comptines, et justement, dans la boîte à comptines de Nadja, quand les enfants se sont un petit peu lassés de sortir et de rentrer tous les petits livres, ou de les empiler ou de les mâcher, on peut aussi, en les respectant bien sûr, leur proposer de lire une des comptines, et on peut lire par exemple Henri Ier, etc. Des petites comptines qui sont fantasques, absurdes, et qui vont accompagner l'enfant dans l'idée que le langage c'est aussi pour se faire plaisir, le langage c'est aussi pour rigoler. Le langage, c'est aussi quelque chose qu'on va dire parce que c'est agréable à prononcer avec sa bouche. Et la signification, ça arrive en second. Bien sûr, souvent, les parents sont très soucieux que leurs enfants fassent des acquisitions. Et donc, effectivement, ils vont plutôt acheter un album où Choupi apprend à dire les couleurs. Mais il faut se souvenir que ça, c'est facile aussi de le faire dans la vie quotidienne, à partir des objets du quotidien, apprendre ce que c'est que le jaune et puis le rouge. Il suffit d'aller au marché et puis... En vidant les courses, on peut faire ça. Mais ce que les livres apportent et que la vie quotidienne n'apporte pas forcément très facilement, c'est cet usage du langage qui va chercher le plaisir à travers la beauté de la langue. La beauté de la langue ou bien sa malice. Et c'est très 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 important parce que, bien sûr, le langage, ça va nous servir à communiquer des choses factuelles. Un enfant va pouvoir dire « j'ai mal au ventre » plutôt que juste pleurer pour dire qu'il a mal. Bien sûr, le langage nous sert à communiquer, mais
Et c'est très important que le langage serve à beaucoup plus que ça. Par exemple, le langage, ça sert pour parler de ceux qui ne sont pas là, ou de ce qui n'est pas là, ou peut-être de ce qui n'existe pas encore. C'est-à-dire, le langage nous sert à imaginer, à nous projeter dans l'avenir, à penser. Et cette grande liberté intellectuelle que nous donne l'usage de la langue, eh bien, c'est vraiment dans la langue littéraire qu'on va l'apprendre. C'est bien parce qu'à 6 mois, on aura appris qu'on peut dire Amstramgram, piqué, collégramme, qu'on aura l'audace d'inventer soi-même un petit peu plus tard des choses farfelues. J'ai vu une voiture en forme de chaussure. C'est rigolo, ça rime, ça fait rigoler les copains, du coup on essaie d'en inventer un autre. Et petit à petit, on se rend compte que, en fait, le langage, on le possède, c'est à nous, et on peut dire avec les mots des choses qui ne sont pas là, ou des choses qui sont très intimes, ou des choses qui n'existent pas encore. On va pouvoir parler de soi, on va pouvoir inventer, on va pouvoir se positionner dans le monde, rien que parce qu'on possède sa langue. Donc la langue de la littérature, elle est super importante, c'est ce qui nous émancipe en fait. Et j'ai retenu dans nous aussi des émotions, des échanges que peuvent créer aussi ces récits, ces albums littéraires, raconter une histoire, qu'est-ce qui se joue aussi au-delà de ce que l'on entend dans la relation, en fait, fameuse brèche qu'on évoquait tout à l'heure. Alors ça, c'est le plaisir de l'histoire. J'ai évoqué, pour commencer, cette littérature du premier âge, qui existe vraiment partout, hein, dans toutes les langues, et qui n'est pas forcément une littérature qui va raconter des histoires. Quand on lit une petite comptine, c'est vraiment très très court. Dès qu'on rentre dans des choses un petit peu plus longues, ça va nous raconter une histoire, et souvent les professionnels de l'enfance ou les parents, ils se disent, bah ouais, mais comment choisir en fait? Qu'est-ce qui est une bonne histoire pour les enfants? Et donc souvent on se dit, bah, une bonne histoire, c'est celle qui nous fait plaisir, en fait. Qui nous fait plaisir à nous, les lecteurs, c'est-à-dire moi et mon enfant. Une bonne histoire, c'est celle qui va tous les deux nous faire rigoler, ou bien tous les deux nous émouvoir, on va dire, oh, ce petit chat, c'est notre petit chat. Et évidemment, la question du plaisir, elle est très très subjective, donc c'est pas toujours satisfaisant de dire une bonne histoire, c'est une histoire qui fait plaisir. Et j'aime bien, avec mes étudiants, me référer à un psychologue américain qui s'appelle Jérôme Brunner, qui a beaucoup travaillé sur ce que les histoires apportent aux enfants pour les faire rentrer dans le langage et puis les faire grandir. Et il dit, une histoire, c'est quand, au début, il y a une situation de départ qu'on comprend, on arrive à bien se représenter le personnage et l'endroit où il vit, donc on commence à se projeter, à se dire, bah oui, tiens, il est fermier, bah donc il va aller faire des trucs de fermier, il va aller soigner ses animaux, cultiver. Et là, Brunner dit, il survient une brèche. Il y a une brèche, il y a une rupture, il y a une cassure, et tout d'un coup, il se passe quelque chose qu'on n'attendait pas, que le personnage n'attendait pas, et que nous, lecteurs, on n'attendait pas. Et c'est bien parce qu'en fait, il va y avoir cette espèce de trou qui s'ouvre sous nos pieds, à nous, le lecteur adulte, et puis à notre enfant à côté. C'est bien parce qu'il y a cet inconnu, en fait, qu'on se serre les coudes tous les deux et qu'on avance dans cette histoire. Parce qu'en fait, tout d'un coup, on nous prend par la main pour nous raconter quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Et en fait, quand on se demande si une histoire est bien, c'est ça qu'il faut aller chercher. Est-ce qu'on nous raconte quelque chose où, tout d'un coup, je suis surpris? Et cette surprise va apporter de l'effroi, de la drôlerie, de l'émotion, plein de choses qu'on va avoir du plaisir à partager. Mais il faut qu'il y ait ça. Sinon, on est sur des choses très ronronnantes. Des fois, il y a des enfants qui se détournent des bouquins, mais c'est parce qu'en fait, les histoires ne donnent pas prise aux émotions. Donc, c'est vivre une expérience, en fait, ensemble. C'est ça. Ressentir ensemble. C'est ça. Il faut être ému, c'est-à-dire bouger, en fait, au sens étymologique. Hein, l'émotion, c'est ce qui nous bouge. C'est parce qu'en fait, on est sorti de nos positions initiales que ça vaut le coup de prendre le temps d'écouter une histoire jusqu'à la fin. Est-ce que, Émilie, Alice, vous voudriez nous faire entendre ou nous présenter un livre que vous aimez particulièrement lire ou avec lequel vous avez vécu ça, vous? Une surprise ou... Ça, on peut rester jusqu'à 2h du matin. Oui, c'est ça. Avec Alice, ça peut être long.
si, Ben voilà. ah si, la promenade de Flaubert. La promenade de Flaubert, c'est un petit cartonnet pour les bébés. Hein. On peut vraiment lire ça quand on est tout petit. Voilà. Flaubert se promène. Le vent se lève. Flaubert perd son chapeau et ses lunettes. Il perd aussi la tête. Zut! Ses bras, son ventre et ses jambes. Le vent se calme. Donc là, on se dit, mais waouh! En fait, ça a démarré tranquille, hein, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce personnage, en fait, est démembré, il est déchiqueté, quoi. Mais c'était sans compter la femme. La femme de Flaubert rentre du marché. Elle rassemble les morceaux de Flaubert. Flaubert reprend sa promenade. Le vent se lève. Ce tout petit livre, il est vraiment plein de surprises. Hein. Pour les tout petits, il y a le sentiment d'un simple recommencement. Et puis les plus grands vont dire, ah ouais, mais enfin, elle l'a remonté complètement à l'envers, en fait. Donc, il y a plein de niveaux de lecture et il y a vraiment beaucoup de plaisir, hein, beaucoup de surprises. Hein, c'est fantastique, ça. En vraiment très très peu de pages, avec des mots très très simples, puis des images qui sont très fantaisistes. Et puis ce décalage, parce qu'en fait, elle le remonte, je ne sais pas si vous voyez là, elle ne le remonte pas dans le bon sens. Il reprend sa promenade avec une jambe à d'un bras. Donc, en plus, il y a une malice. Parce que le texte a l'air de remettre les choses dans la situation initiale, et en fait, quand on regarde l'image, on voit qu'il y a quand même un tout petit problème. Il n'est pas complètement en ordre, quand même. Moi, ça me fait dire aussi qu'on ne cherche pas forcément la vraisemblance, en fait. Oui. C'est ça, et toute la poétique et tout s'autoriser à avoir des histoires qui inventent des tas de réalités, c'est que là, en fait, il n'y a rien de grave. C'est les questions qu'on se pose. L'adulte pourrait trouver ça grave, alors en fait, il n'y a rien de grave. Et cette question de la vraisemblance, elle est importante parce que je pense qu'on l'associe beaucoup plus au livre et à l'histoire écrite qu'on peut le faire pour d'autres secteurs. On ne s'inquiète pas de la science-fiction dans les films. Pour un film d'animation, voilà, on s'inquiète moins d'un souci de vraisemblance, en réalité, qu'on peut avoir. Parfois, on peut être attaché à ce que ce soit assez proche de la réalité, mais finalement, voilà, ça ne crée pas forcément la brèche. Moi, j'ai un album que j'aime beaucoup de Corinne Dreyfus qui s'appelle Pomme, 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 et alors qui vient illustrer aussi ce côté très musical de ce qu'on va pouvoir lire aux tout petits et de l'esthétique aussi, je trouve. Pomme, 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 pomme. Pommier. Poum. Poum, poum. Tomber. Croquer. Pomme, pomme, pomme. Une petite pomme sur son poignet, une petite pomme qui est tombée. Une petite pomme qu'il a croquée. D'une petite pomme, il n'est resté qu'une petite graine abandonnée, une petite graine tout arrosée, une petite graine qui a poussé, 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 poussé. Regarde, c'est un pommier. Pomme, pomme. Si je peux, pour un livre par rapport à la brèche, juste les deux premières pages. Après, on laissera un temps d'accès au livre parce que c'est hyper frustrant d'en avoir que deux. Mais juste pour rebondir sur cette idée de la brèche, je vous lis les deux premières pages d'un livre de Kamoko Sakai qui s'appelle Moi, ma maman. J'ai l'impression qu'on parle de moins en moins fort avec Moi, ma maman. Moi, ma maman, je la déteste. Et là, il y en a beaucoup qui referment un autre. Parce que
faut accepter. Ah, ouais, parce qu'après, elle est vraiment chargée, cette pauvre maman. Mais bon, après, après, ce qui compte dans la brèche, peut-être, c'est aussi ça, l'histoire de Flaubert, parce que j'en avais parlé un jour de cet ouvrage avec une éducatrice de jeunes enfants qui disait que l'aspect démembrement, ça pouvait être compliqué pour certains enfants, notamment avec des difficultés autistiques, etc. Enfin, le fait d'avoir tout ça, et moi, c'est une dimension que je n'avais pas, parce que je suis super spécialiste du développement du jeune enfant. Et en fait, on a convenu du fait que ce qui était important, c'était, quand on dit choisir un livre, c'est aussi le livre qui ramène à une situation rassurante. Le but, c'est absolument pas... La brèche ne doit pas devenir un abîme. La brèche doit à un moment donné être je pense, enfin voilà, on jette pas. Donc à la fin, ça finit bien. Et puis, juste celui-là qui est dans un autre genre de brèche, puisqu'on reprend un modèle que vous reconnaissez peut-être. Donc ça s'appelle Perdu, d'Alice Brière-Raquet et Olivier Philipponneau aux éditions Mémo. Et le livre commence comme ça. Quand lundi on m'a emmené pour me perdre dans la forêt, j'ai semé des fraises des bois. Il y en avait déjà des tas. Pour retrouver mon chemin, ça m'a pris jusqu'au lendemain. Et voilà, et ce personnage, à l'image du petit Pousset, qui va se faire emmener dans la forêt chaque jour et qui... Bon, je dévoile pas. Mais pareil, voilà, on part d'une histoire, alors plus ou moins connue, sur du petit Pousset, et en même temps, bah, il y a une vache. C'est plus l'histoire du petit Pousset. C'est une super transition parce que moi j'ai deux, trois autres questions comme ça là, qui arrivent. Est-ce que c'est l'enfant qui choisit? Est-ce que c'est important que l'adulte choisisse? Parce qu'on peut se faire emmener comme ça vers des livres qui peuvent, en tant que lecteur, en tant qu'adulte, nous perturber. Est-ce qu'il y a il faut respecter les tranches d'âge? On l'a dit, est-ce qu'il y a des mauvais, des bons livres? On a commencé un peu à l'évoquer ça. Quels éléments vous pourriez proposer à ça finalement? Alors moi j'en ai plusieurs. Le premier, c'est de dire d'abord que ce qui paraît aux adultes choquant ou blessant ou perturbant, c'est généralement pas ce que les enfants ressentent en fait. Donc, ce à quoi nous, ça peut nous faire penser, l'idée de l'abandon, l'idée du démembrement, voilà, c'est des choses que les enfants reçoivent vraiment différemment. Alors, avec beaucoup de nuances et de subtilité quand même sur cette chose-là, ça ne veut pas dire que les enfants ni se rendent compte de rien, ni qu'ils ne sont pas sensibles à ces choses-là, mais en tout cas, ce que nous, on peut percevoir comme adultes comme des freins, si c'est quelque chose vers lequel les enfants vont, c'est que quelque part, leur curiosité les pousse à cette chose que nous, dans le son, on appelle la fameuse zone proximale de développement, c'est-à-dire cet endroit où la brèche, elle est possible, qu'il y a un mouvement qui peut se faire et que ce mouvement, c'est ça qui fait, qui met en place le développement, tout simplement. Donc, voilà. Je pense qu'une des premières choses, c'est de rester assez ouvert, assez humble aussi face au choix des enfants et le plus souple possible, voilà, parce que c'est des choses justement qui sont possiblement en travail dans l'album. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de Perdu, l'abandon d'un enfant, évidemment c'est terrible, mais en fait c'est parce qu'il y a de la littérature qu'il y a des contextes pour en parler et des contextes pour que ces choses-là, elles se structurent et qu'elles aient un sens en fait. Donc s'il y a bien un endroit où on peut parler des sujets difficiles, on va dire, pour faire simple, c'est dans l'album. Voilà. C'est un premier élément pour la question du choix. C'est vrai que cette question de l'abandon dans Perdu, justement, je la trouve intéressante à cet égard parce que c'est très drôle, c'est très plaisant, c'est très répétitif, ça prend la forme d'une comptine, mais effectivement, c'est quand même l'histoire d'un petit personnage que chaque jour de la semaine, ses parents vont abandonner dans la forêt pour le perdre. Et d'une certaine manière, ça vient ressasser, mais jusqu'à ce que ce soit drôle et jusqu'à ce que ce soit démonétisé par la répétition, une angoisse qui est réelle chez l'enfant. L'angoisse d'être perdu, d'être abandonné, il suffit de se souvenir la panique d'un petit enfant qui est perdu au supermarché, par exemple. C'est très 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 fort chez eux. Et en fait, le fait de projeter cette histoire dans un album qui concerne un personnage qui n'est pas nous, ça met à distance en fait ces choses qui sont très fortes pour les enfants. Ça permet de les penser, ça permet de les regarder en dehors de soi et d'une certaine manière d'en apprivoiser la pensée. Donc, ça peut être une métaphore de l'école. Enfin, je veux dire, tous, chaque jour, on va abandonner tout petit à la maternelle. À dire la crèche. Donc, voilà, donc ça peut aussi simplement être une métaphore de quelque chose qui existe vraiment moins grave.
le pédopsychiatre Bruno Bettelheim, dans les années 70, a publié un livre qui s'appelait, dans la version française, Psychanalyse des contes de fées. Et il disait, dans les contes, il se passe des choses horribles. Les parents abandonnent leurs enfants, les mères, les marâtres font manger leurs enfants à leur propre père parce qu'ils pour se venger, des trucs vraiment affreux. Lui disait, en fait, c'est ça qu'il faut raconter aux enfants, parce qu'en fait, derrière cette horreur, en fait, dont les enfants savent bien que c'est pour de faux, eh bien, il y a des choses qui vont se jouer à l'intérieur de la conscience enfantine et qui vont justement les aider à traverser des étapes de leur développement qui sont importantes, mais qu'ils ne peuvent pas verbaliser comme le fera un psychanalyste. Ils n'en ont pas les outils. Mais faites confiance aux contes, parce que si les enfants prennent plaisir à ces contes et qu'ils vous les redemandent, c'est qu'en fait, ça leur fait du bien à l'intérieur. Donc nous, ça nous fait peur parce qu'on trouve que c'est des horreurs. Mais si les enfants les demandent et les redemandent, il faut leur faire confiance. Ils vont puiser dans cet effroi pour de faux des outils pour penser leur vraie peur. Tout ce jeu avec la peur, d'ailleurs. Il y a des tas de livres pour les tout petits, Monsieur Croc, des choses où vous arrivent, où en fait c'est délicieux de se... C'est délicieux de se faire peur parce qu'on sait justement que c'est pour de faux. Celui-ci, il est très bien parce qu'il a des pages très très épaisses. Donc les enfants tout petits peuvent déjà s'en saisir. On a donc la grille. Il peut se lire, donc on a un petit personnage, là ce petit ours, ça peut se lire comme La comptine promenons dans les bois, on peut le chanter ou juste le lire. Et donc le petit ours se promène et le crocodile arrive. Évidemment, il va appeler au secours, il a très très peur d'être mangé, et ça avec des tout petits, ça fonctionne, parce qu'on a vraiment la course, la peur d'être mangé par le crocodile, et ce crocodile qui fait tellement peur, on peut l'enfermer dans le livre. Et alors on a vraiment en plus le jeu du bruit et du fait de lui claquer la grille sur le bout du museau qui fait que voilà, on est vraiment protégé avec ce petit personnage qui parle souvent beaucoup, parce que les petits le repèrent très vite, ce petit ours qui regarde par la grille, qui est juste là, que les adultes parfois ne voient pas, mais eux en tout cas. Et alors le plaisir de fermer, d'enfermer, et d'être bien sûr que le crocodile est enfermé dans le livre, voilà, ça c'est un album qui fonctionne beaucoup avec ce... Ça me fait penser à Battant Grand Monstre Vert, justement, on joue. Je ne sais pas si vous l'avez, il y en a une qui l'a. Certains connaissent cet album Grand Monstre Vert, je vois des... où en fait, par un jeu de découpage, Grand Monstre Vert apparaît et à un moment on décide de dire va-t'en, Grand Monstre Vert, et on va déconstruire en fait page après page. Partez dents pointues, partez oreilles. Peut-être que ce qu'on pourrait dire après cette idée de vivre des émotions et des effrois, c'est quand même que l'idée de se raconter des histoires sur des choses. Enfin, je sais pas, ça me fait penser qu'il faut. Parce que souvent on nous a demandé, j'imagine qu'en bibliothèque c'est pareil. On peut me demander, moi, dans la rue, un livre sur la mort parce que l'enfant traverse à ce moment-là une situation de deuil, que ce soit son poisson rouge ou son grand-père, peu importe, ou voilà. L'idée, c'est pas de provoquer, de vivre enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'idée, c'est pas d'amener cette émotion-là au moment où c'est le plus fort. L'idée, c'est de lire toute l'année des livres sur tout ça, pour qu'à un moment donné, voilà. Ça fasse sens dans la vie, parce que souvent on a tendance à vouloir instrumentaliser l'histoire en disant j'ai besoin d'une histoire sur ça ou sur ça. Finalement, c'est peut-être le pire moment pour le lire, celui-là, pour le coup. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'en orthophonie on connaît bien. Cette idée de l'instrumentalisation, c'est-à-dire avoir un livre pour tel sujet ou un livre pour telle question. Alors, j'en ai apporté aussi. J'ai apporté Bazar Bizarre. Donc ce n'est pas une histoire, c'est des associations de deux objets, deux images, dont les noms sont très proches. Donc là vous avez carrosse, carotte, mouton, bouton, etc. Donc ça c'est toutes les orthophonistes devraient l'avoir dans leur... les tout petits, moi j'ai pas forcément de bébé en séance, en tout cas pas pour des problèmes de langage écrit par exemple, mais et je rebondis sur une de tes autres questions qui est est-ce qu'il y a des âges pour les albums et est-ce qu'il faut respecter les âges des collections, etc. Moi c'est clair qu'en orthophonie la réponse est non, je pense que dans d'autres contextes aussi, mais je vous laisserai peut-être en reparler.
Je sais plus ce que je voulais vous en dire du coup. Sur l'instrumentalisation. Oui, Ouais. voilà. Ça, c'est un peu le contre-exemple de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que là, on voit clairement quel est l'usage qu'on peut en faire en orthophonie, c'est-à-dire travailler sur ce qui est tellement proche que ça peut être confondu. Et comme c'est un livre très drôle, l'humour sert vraiment à commencer à désamorcer ces effets de superposition qui sont bien sûr involontaires chez les patients, mais c'est une manière de commencer à faire ce que nous on appelle du métalangage, c'est-à-dire parler de ce dont on parle. Et tout à l'heure, vous parliez de la fonction poétique, et c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire parler de ce dont on parle, c'est trouver beau ce qu'on est en train de dire, ou trouver pas beau, mais en tout cas percevoir que ce qu'on dit produit des effets au-delà du message en fait. Et c'est une autre des raisons pour lesquelles les albums sont très très utiles en clinique, et c'est vrai pour l'orthophonie, mais c'est vrai en psychothérapie aussi. C'est la possibilité d'un espace de projection, et de projection même au sens, je vais revenir un petit peu à mon substrat neurologique parce que quand même j'aime bien ça. Vous avez peut-être déjà entendu parler des neurones miroirs. Donc c'est une des fonctions dans le cerveau, c'est une partie des neurones qu'on a tous a priori, qui permet de comprendre que quand l'autre dit « Ah, il vous fait une grimace de douleur », il a mal. Voire nous-mêmes ressentir cette douleur-là. Je prends l'exemple de la douleur parce que c'est manifeste, mais bien sûr c'est pareil pour la joie, c'est pareil pour toutes les émotions. Et les fictions marchent, fonctionnent et ont des effets grâce à ce substrat-là des neurones miroirs qui permettent l'empathie. Un terme que normalement on utilise autant au sens technique qu'au sens courant. Et c'est vrai à la fois pour les fictions, c'est vrai pour les objets qui ont une fonction poétique, mais sans être des fictions. Et là, c'est cet exemple-là. Je retourne sur mes verres. C'est pas les albums, ce que je veux dire en fait, c'est que les albums ne sont pas obligés de raconter des histoires pour être intéressants. Surtout pour les tout petits, quand il y a, s'ils choisissent, je sais pas, vous devez en avoir des albums qui sont longs, c'est pas une raison pour dire oh non, ça c'est trop long, tu resteras pas assez longtemps, donc on va lire autre chose, un livre de 4 pages par exemple. Peut-être qu'il y aura que 3 pages sur les 25 où l'enfant sera attentif, mais peut-être que c'est les plus importantes pour lui et c'est celles qui vont lui être les plus bénéfiques, je peux dire, peut-être. Voilà. Ouais. Vous aurez l'occasion de pouvoir manipuler après tous ces livres qu'on met à votre disposition. Je retiens 4 mots, moi, quand même, de tout ce qu'on dit là. Il y a la notion de surprise, vous l'évoquez à travers la brèche, il faut accepter de vivre quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Évidemment, la notion d'émotion, de partage et de plaisir. Je crois qu'on décline ça, vous déclinez chacune à votre tour. C'est ça qui se joue en fait quand on vient lire un tout petit, en tout cas qu'on se rend disponible. Je voulais quand même, on en a quand même pas mal parlé, mais de la réaction des parents en famille, parce que tu nous as parlé, Émile, quand tu interviens dans ce contexte qui est différent de celui de la bibliothèque, où les gens n'ont pas choisi de rencontrer d'animatrices qui leur lit des histoires. Et ça peut être déroutant pour les parents. Autant tu dis, les petits, eux, ont cette appétence et sont d'emblée partants. C'est pas évident ce qui se joue non plus avec le parent là. Avec le parent, non. Et d'ailleurs qu'il soit ou non lecteur, enfin, c'est l'idée de la surprise de cette rencontre. Bon, après, les choses sont de toute façon un peu biaisées parce que ça fait 20 ans qu'on est dans les salles d'attente de PMI, donc on finit par être identifié. Dès qu'il y a eu un grand frère, 10 ans après, on est encore là, donc les gens savent à peu près pourquoi on est là. Mais en tout cas, il y a souvent... il y a plusieurs choses qui peuvent être gênantes pour l'adulte. La première, c'est lire à un enfant qui est tout petit, donc qui ne sait pas lire, qui ne lit pas, qui ne va pas tout comprendre, ce dont tout à l'heure on parlait. Pourquoi le faire? Il y a une gêne, parce que les parents se disent que l'écoute des enfants ne va pas être à la hauteur vis-à-vis de nous, en fait, vis-à-vis de nous, animatrices. Dès que les enfants commencent à bouger, les parents les restreignent. Ça se comprend tout à fait, on le fait un peu partout, d'essayer de... Bon, après, quand on fait ce métier-là, on sait que les enfants bougent, les enfants expérimentent physiquement
les histoires, les enfants se concentrent, y compris dans la mobilité. Enfin, il n'y a pas besoin d'être, si je disais toujours, hein, avoir un enfant qui est de 18 mois assis pendant 3 quarts d'heure qui vous écoute raconter des histoires, c'est suspect quand même. Hein. Donc voilà, et les parents peuvent être gênés par la mobilité de l'enfant, puis finalement, eux se retrouvent parfois, en fait, moi je lis à l'adulte et à l'enfant, mais si l'enfant se carapate, l'adulte il se retrouve un peu coincé, quoi, parce qu'il ne va pas m'envoyer paître, il ne va pas me dire... donc c'est ça peut créer des situations un peu de malaise. Donc après, ça c'est à nous d'avoir une posture toujours d'ouverture, d'une lecture offerte, gratuite, voilà, où on va pas, et sur la compréhension aussi, où on leur fait très vite comprendre qu'on ne demandera pas de fiche de lecture derrière, qu'il n'y a pas de souci de compréhension, qu'on est vraiment dans le partage d'un moment, de communication. Les enfants sont hyper sensibles à ça, très jeunes, ils sentent qu'on est là, à un moment donné, voilà, on est dans une communication très forte. Après, il peut y avoir effectivement une difficulté avec l'objet, parce que malheureusement, on n'est pas tous... voilà, il y a des gens à qui ça brûle encore les doigts, le livre, parce que c'est des histoires voilà, douloureuses, de scolarité, de rencontres qui ne s'est pas faites. Donc il peut y avoir cette... et comme c'est nous qui lisons, on fait sauter cette barrière-là. Voilà. À aucun moment, on ne demandera à quelqu'un de lire à voix haute. Notre but, c'est qu'ils s'en saisissent, mais parfois, il faut du temps, il faut se sentir de plus en plus à l'aise, il faut un lien de confiance. C'est aussi pour ça que tu parlais de la régularité de vos temps d'accueil. Nous, de la même manière, on y va régulièrement, parce que c'est comme ça qu'on se sent tous, hein, je crois, dans n'importe quel espace de nos vies, à ce moment où on est dans la zone... dans la zone, on peut aller un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un petit peu plus loin, et donc un jour se permettre de prendre des albums dans la valise de façon... pour les lire seul à son enfant. Notre objectif. De se familiariser en fait, voilà. Et désacraliser aussi. De désacraliser tout ça. Et puis il peut y avoir la difficulté d'enfants, pas de parents, parce que donc, nous on est une association qui affiche clairement un souci par rapport à l'illettrisme. Et c'est vrai qu'il faut jouer d'écoute parce qu'il ne faut pas que l'enfant se retrouve à piocher dans la valise pour demander à son parent une lecture si celui-ci n'est pas... Voilà. Donc il faut arriver à trouver un dispositif confortable pour que chacun puisse s'approprier ce moment-là. Mais je pense que cette rencontre-là, elle fonctionne aussi, encore une fois, parce que les albums qu'on choisit, les unes et les autres, ont tous des brèches, en fait. C'est vraiment ce terme, et que là, il y a du plaisir. Et à partir du plaisir, on peut tout faire. Et c'est vrai que nous, on a réfléchi à cette histoire de la régularité, d'inscrire ce rendez-vous. On a décidé l'année dernière de constituer une valise tout petit. Donc c'est cette sélection de livres qui se déplacent à la crèche, que les enfants de la crèche, quand ils viennent à la médiathèque, retrouvent parmi d'autres livres de l'espace tout petit. C'est également la valise qu'on utilise quand on anime une séance bébé lecteur un samedi matin. Et en fait, on a constitué cette valise avec des albums vraiment pour des familles qui viendraient avec des tout petits, très très jeunes lecteurs, jusqu'à des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, on essaie de couvrir un spectre assez large. Et on a constitué cette valise parce qu'on s'est dit que c'était important que d'une séance sur l'autre, les enfants aient l'assurance de retrouver les livres qu'ils ont lus la séance précédente, parce que parfois, c'est peut-être pas juste d'aller chercher ce qui a fait peur ou ce qui a interrogé, mais c'est de s'assurer que le sens est toujours le même et l'enfant est de plus en plus à l'aise avec le sens qu'il construit sur l'histoire qu'on lui raconte. Et on peut raconter l'histoire avec une intonation différente, mais en revanche, l'histoire qu'on lui raconte est toujours la même. Et ça, c'est extrêmement rassurant. L'album, il a cette fonction aussi pour le tout petit, qui est rassurante parce que l'histoire se déroule quand même toujours. Le personnage, s'il s'en sort, il s'en sort quand même toujours de la même manière, et que voilà, on peut le retrouver à des étapes différentes, avec une maturité voilà, parfois différente quand les enfants viennent longtemps aux séances de bébé lecteur. Et voilà, il y a vraiment cette assurance de retrouver. Et puis parfois, il y a le livre qu'on n'a pas réussi à voir de toute la séance parce qu'il était dans les mains d'un autre enfant. Et bien, peut-être que la fois d'après, c'est cet enfant-là qui va le prendre et qui va le garder toute la séance. Donc, on observe aussi tous ces jeux-là à l'occasion de ces rendez-vous. Et donc, c'était important pour nous que cette valise, il y ait une large présentation du contenu de la valise. Et c'était important. Alors, cette valise, elle est amenée à évoluer. On va ajouter des livres parce qu'on a des coups de cœur, on fait des acquisitions. Donc là, moi, j'en ai 3-4 déjà sous le coude que je vais proposer à mes collègues pour faire évoluer cette valise. Mais voilà, l'idée, c'est
de pouvoir goûter, relire et re-relire ces albums. Et ce qui est très chouette, c'est dans la pratique, alors cette constance des fonds, ça c'est les gens qui ont réfléchi sur effectivement le fait de retrouver toujours les mêmes textes qui nous permettent de revenir aux mêmes endroits pendant de très longs mois avec les mêmes albums sans se poser la question de la nouveauté, du thème du moment, parce qu'on sait que c'est une littérature enfin voilà, que c'est des textes qu'ils vont retrouver, que ce sont des textes de qualité et qu'on va pas découvrir, on peut pas demander à un enfant de découvrir un album d'un seul coup, d'un seul jet, comme ça. Et puis ce qui est aussi, par rapport à ta question de tout à l'heure, par rapport aux parents, les pratiques, nous dans la rue, mais avec les adultes, toi dans la bibliothèque, avec les adultes, c'est quand même aussi l'importance, et pourquoi est-ce qu'on s'adresse aux parents avant tout, c'est que finalement, ce qui compte, c'est aussi le regard ce qui compte aussi, et peut-être avant tout, c'est le regard du parent sur cette pratique-là. C'est-à-dire que nous, on voit comment les bébés, les petits, quand nous, on est des étrangers, qui nous écoutent, et comment le regard monte vers le parent. Et donc, on valide le plaisir qu'on prend avec le parent, et puis on valide cette autorisation à rentrer dans la langue, puis on valide ce temps. Donc, ce jeu de regard, on observe beaucoup entre les enfants et les parents. Nous, on est juste là pour porter l'histoire, finalement, pour porter cet usage, et pour qu'ils se l'approprient. Et c'est ça qui fait bouger les choses dans les familles. C'est pas autant qu'on est, on pourrait toujours déverser des histoires toute la journée sur la tête des enfants. Si à un moment donné, on croit, il n'y a pas cette autorisation familiale, et puis je pense que ce qui est complémentaire dans nos pratiques, c'est que nous, dans les séances de lecture, qu'elles se déroulent avec des professionnels de la petite enfance ou avec des familles, c'est qu'on essaie vraiment de mettre les parents à l'aise pour que dans cet espace préparé et prévu pour la séance, le parent il puisse partager vraiment une lecture avec son enfant. Et puis parfois, moi j'ai déjà assisté à des séances où en fait il y a un enfant qui n'est pas le sien, qui vient s'asseoir parce que la manière de raconter cette histoire-là, soudain, elle attire l'enfant. Mais que l'enfant sache en fait qu'il est reconnu dans son choix de lecture, c'est aussi important. Et pour nous, bibliothécaires, notre mission quand on accueille comme ça sur les séances de bibliolecteurs, c'est aussi de rassurer les parents un peu et de leur dire on est tous outillés en fait pour partager ces lectures-là avec les enfants. Il faut prendre le temps, accepter effectivement de lâcher un peu prise et de laisser les enfants choisir en fait comment va se dérouler la séance. Je trouve que c'est un chouette synthèse ça, de dire qu'en fait il n'y a pas une façon de lire au tout petit, c'était ça qu'on vous avait envie de transmettre, puis après on va vous laisser la parole à vous, mais c'est de se dire que l'important c'est bien cette disponibilité, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de bon, mauvais livre, il faut du temps, il faut du temps et évidemment l'envie et forcément du coup vont se partager des émotions, du plaisir, et cette expérience qu'on va vivre ensemble. Donc il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de le faire, c'est ça qu'il faut diffuser très très largement. Par contre, ce dont on est sûr et sur lequel on est tous d'accord, c'est de se dire que c'est très très bénéfique pour eux dans ce qu'ils vont vivre avec leurs parents ou l'adulte qui les accompagne à un instant T. Mais aussi, ça sera l'objet peut-être d'une autre soirée, mais avec ce qui va se jouer plus tard et l'accès à l'écrit et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment des petites graines qu'on sème auprès des tout-petits. Et puis avant vraiment de vous laisser poser vos questions, c'est aussi l'occasion de partager largement cette information, de se dire que c'est gratuit grâce aux bibliothèques, grâce aux animatrices lecture qu'on peut croiser sur son parcours de vie, à la PMI, après l'école, dans les lieux de vie des gens, de la population. De toute façon, c'est ouvert à tout le monde parce que emprunter des livres pour les tout petits, qu'on soit un parent, une assistante maternelle ou que sais-je, comme autre métier, c'est gratuit de pouvoir lire sur place ou emprunter à la maison. Donc il faut qu'on continue à diffuser cette idée très très largement. Et maintenant, vous avez la parole si vous avez des questions ou des expériences que vous voudriez partager.